La riposte c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Donc on est dans l'émission du passé, faisons table basse. Donc titre hyper drôle, vous aurez remarqué. Une émission d'histoire d'Auposte, donc ça fonctionne comme les autres émissions, c'est-à-dire que l'on fait des causeries, on a des invités, et aujourd'hui 2 invités que je vais vous présenter quasi tout de suite, et autour d'un thème. Et le thème, aujourd'hui, il m'a presque été donné sur un plateau par Bruno Retailleau. En fait, j'avais pensé à l'émission avant, mais ça a bien tombé puisqu'il a voulu dire du bien des Némésis, qui sont donc un groupe de femmes identitaires d'extrême droite, mais qui se disent féministes. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement des femmes qui se mobilisent pour défendre un traditionnalisme familialiste, patriarcal, de prime abord contraire aux droits des femmes, donc à leurs droits comme femmes. Qui sont-elles, ces femmes, contre le changement? Je vais y revenir. Comment légitiment-elles leur position et comment s'engagent-elles? On va donc parler de ces femmes de droite et de ces femmes contre les droits des femmes, a priori. On va creuser tout ça. Donc, pour ce faire, j'ai 2 super invités. D'abord, Camille Clairet. Bonjour Camille. Donc, tu es historienne des femmes et du politique. Tu as fait une thèse sur l'engagement féminin dans l'Action française. Alors, l'Action française, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est une ligue d'extrême droite, on y reviendra, royaliste, dont on connaît souvent le nom de Charles Maurras, son dirigeant. Et tu es aussi directrice de ce merveilleux ouvrage que je vais vous montrer, mais je ne sais pas où est-ce là, ça, voilà. Les femmes contre le changement, qui justement traverse ces questions et les pose à différentes époques et dans différents espaces. Et mon deuxième invité, Ernesto Boslavski. Bonjour Ernesto. Bonjour. Toi, tu es un professeur, un historien argentin, mais maintenant tu es en poste en France et tu es spécialiste des droites latino-américaines pendant la guerre froide. Et en ce moment, tu travailles sur la question des femmes de droite dans ces droites-là. Alors, avant de vous céder la parole, peut-être pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent pourquoi j'ai décidé de faire cette émission. Moi, je travaille sur les femmes, sur les féminismes, et logiquement, je me suis d'abord penchée sur les femmes progressistes, sur les femmes qui se battent pour les droits des femmes. C'est une espèce de réflexe, un réflexe militant peut-être aussi, mais qui fait qu'on va chercher ces femmes-là. Et puis, il y a une série de travaux qui m'ont poussée à faire une espèce de pas de côté, à me poser les questions de façon différente. La première, ce qui m'a vraiment été très très important pour moi cette lecture, c'est la thèse de Solène Mabo, qui dirige aussi l'ouvrage avec toi, Camille, qui a fait, soutenu en 2019 une monographie sur les femmes pendant la Révolution française en Bretagne. Et dès le début, elle dit très clairement, si on s'intéresse aux femmes, si on s'intéresse à l'émancipation des femmes, si on s'intéresse à ce que l'on peut appeler l'agentivité des femmes, c'est-à-dire la capacité d'agir d'un groupe quand il est en situation de domination, eh bien, on ne peut pas regarder que les révolutionnaires, il faut aussi regarder les contre-révolutionnaires. Et je me souviens en lisant ça, en me disant, mais elle a tellement raison. C'est évident qu'il y avait un espèce d'angle mort dans ce que je faisais. Après, évidemment, il y a les travaux de Magali Della Souda, qui a publié aux éditions Hors d'atteinte, en 2020, un ouvrage qui s'appelle « Les nouvelles femmes de droite » et qui est un livre absolument magistral, mais qui est sur le présent, là, qui est sur les Mélanie, les Alice Cordier, les Némésis, ce qu'elle appelle le fémo-nationalisme. Et bon, elle travaille sur ces femmes-là et elle réfléchit donc à ces nouvelles femmes de droite qui se mobilisent contre les droits des femmes. Après, il y a la série, je ne sais pas si vous l'avez vue, Mrs. America, qui est sur l'itinéraire de Phyllis Schlafly, je dois mal prononcer, qui est donc une femme qui, aux États-Unis dans les années 70, au moment où le mouvement de libération de la femme américaine, d'ailleurs Gloria Steinem se battait pour un amendement qui devait donner plus d'égalité femmes-hommes, elle a tout organisé, un contre-mouvement contre cet amendement, l'ERA,
qui d'ailleurs n'est pas passé. Et dans cette série, ce que je trouvais génial, c'est qu'au début de la série, c'est la femme d'un sénateur qui lui fait ses petits plats, et puis voilà, et puis elle fait ses meetings, etc. Et à la fin, le mec, il lui dit, en gros, il est où mon ragoût? Et elle lui dit, fais-le toi-même, moi j'ai des tracts à faire. Et donc il y avait cette espèce d'émancipation personnelle pour cette femme dans un courant pourtant qui était contre l'émancipation des femmes. Et puis à la publication, donc je le remontre, de ce colloque, Les femmes contre le changement, sous la direction de Fanny Bugnon, Camille Clairet, Valérie Dubslav, Tuana Gomez-Silva et Solène Mabot, dont je parlais tout à l'heure, paru à Les Découvertes, et que évidemment je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc le thème aujourd'hui, on est dans le passé, c'est une émission d'histoire, on va plutôt parler de femmes du passé, mais des femmes qui s'engagent, qui ont des postes importants dans des mouvements, et des mouvements qui ont des valeurs et des codes patriarcaux. Et la question, c'est comment se font-elles? Comment est-ce possible que des femmes défendent une vision traditionnelle de la famille, sous la domination masculine, une nature inférieure, subordonnée? Comment les comprendre et comment s'engagent-elles? Voilà, c'est un peu le truc. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité, puisque vous étiez parfait pour en parler. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais partir de l'introduction de cet ouvrage, qui est une introduction qui a été faite par Fabrice Virgili et Camille Nous, qui est une introduction que j'ai absolument adorée, qu'ils appellent « Introduction déconfinée », parce que c'était après... C'est la préface, oui, c'est la préface, pardon. Et dans lequel ils pointent toutes les difficultés actuelles de la recherche, alors en France. Moi, je trouve que c'est très politique. C'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé cette intro. Il montre les baisses des moyens, l'accroissement des tâches, la politique continue d'affaiblissement de la recherche publique. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui avec une mobilisation au CNRS contre les Key Labs. Et en même temps, ce qu'il montre aussi, c'est que les chercheurs et les chercheuses travaillent dans un contexte de suspicion permanente, de traco woke, de traco islamo-gauchiste, et qui vise particulièrement celles et ceux qui travaillent dans des recherches post-coloniales, mais qui vise aussi celles et ceux qui travaillent sur la question du genre. Et donc, avant de rentrer dans la question des femmes contre le changement, même s'il y a des femmes qui vous attaquent comme chercheurs et chercheuses en histoire sur ces questions, comment en France, pour toi surtout Camille, et alors en France, mais en Argentine, puisque tu viens d'Argentine et la situation d'Argentine est particulièrement sévère. Comment vivez-vous, comment décririez-vous ces menaces? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Comment vous agissez avec ça? Alors moi, la traco, je l'ai vu planer sur mes collègues, dans mon entourage, notamment en 2021, au moment où la liste, il y avait une liste de 600 personnes, 600 enseignants-chercheurs islamo-gauchistes qui avaient été jetés en pâture sur le net. Et bon, là, j'avais retrouvé dedans les noms d'amis, de collègues. Bon, ça fait un drôle d'effet. Après, moi, je n'ai pas été confrontée. C'est-à-dire que dans mon quotidien de chercheuse, j'ai été épargnée pour l'instant, en tout cas, par cette question. Paradoxalement, je pense qu'en fait, on est un peu protégé quand on travaille sur l'extrême droite. Alors, je ne sais pas si on peut épargner. Moi, le soupçon qui pèse sur moi quand je parle avec des chercheurs qui ne me connaissent pas, ça va d'abord être, mais alors, est-ce que tu es crypto-maurassienne? Est-ce que tu as d'Action française? Donc, c'est plus cette question-là. Je ne vais pas dire que j'ai eu affaire parce que c'est assez rapide de déconstruire ces soupçons-là. Ou aussi la question, mais pourquoi travailler sur ces femmes d'extrême droite? Est-ce que c'est pas sortir des oubliettes des femmes, a priori, elles auraient pu y rester, ça aurait été aussi bien. Et c'est vrai que c'est une question que j'ai un peu balayée au début en me disant, après tout, façon, pour pouvoir combattre l'extrême droite, il faut bien la connaître, y compris dans son pendant féminin. Et puis au moment de soutenir ma thèse, je me suis rendu compte que toutes les femmes sur lesquelles j'avais travaillé avaient donné lieu à des fiches Wikipédia, alors qu'auparavant elles n'existaient pas. Enfin, je sais que ça vient clairement de mes travaux, ou les fiches Wikipédia, bon, je les aurais pas rédigées comme ça si c'est moi qui les avais rédigées. Donc je me dis que c'était finalement quand même une question assez pertinente. Ok. J'ai un peu décalé la réponse. Non, mais c'est super intéressant. Non, la situation c'est très similaire. En Argentine, une énorme pression médiatique aussi avec les budgets du gouvernement contre les sciences sociales. Il y a beaucoup de réductions des budgets. Et aussi un processus de stigmatisation symbolique très, très dirigé contre les chercheurs et les chercheurs qui utilisent la perspective de genre. Alors,
je pense qu'il y a des différences avec la France. C'est la relativement moindre présence de la question décoloniale. Non, ça, c'est pas une question là. En tout cas, ce qui est plus important là, c'est le sujet de la dictature. Comment est-ce que nous faisons de la recherche, les liens entre la recherche historique et la justice, comment est-ce que la dictature est enseignée dans les écoles. Alors, sur toutes ces questions, je pense qu'il y a une température un peu plus haute que sur la question des coloniales, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des connexions entre les combats contre le wokisme et la décision de réduire les budgets destinés à la recherche. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est pas réjouissant. J'imagine que aux États-Unis, en ce moment, ça ne doit pas être très drôle non plus. Alors, maintenant, on va vraiment rentrer dans la question pour laquelle je vous ai d'abord invité. Et peut-être, est-ce que vous pourriez, l'un puis l'autre, présenter exactement les femmes contre le changement sur lesquelles vous travaillez, pour voir un peu la période, le contexte, pour que les gens sachent exactement ce sur quoi vous bossez, sur quelles femmes vous travaillez, même si je l'ai un tout petit peu dit en introduction, mais pour y revenir. Ok, alors moi je suis spécialiste du 1er XXe siècle et j'ai plus particulièrement travaillé sur une organisation militante donc qui existe toujours aujourd'hui plus sous forme de groupuscule, mais qui avait une influence vraiment majeure au cours notamment des années 1920-1930 lorsqu'elle connaît son apogée et qui donc s'appelle l'Action française. Donc c'est une organisation qui est née en 1898, qui prend une forme un peu particulière. C'est vraiment une mouvance, une nébuleuse. C'est à la fois un journal très influent, l'Action française. C'est aussi donc, une école de pensée avec un institut, une sorte de contre-université qui fonde à cette époque. Et c'est aussi donc, une ligue, une organisation militante avec encore plein de choses qui gravitent autour de cet ensemble. Alors la spécificité de ce mouvement qu'il faut connaître, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il est royaliste, un royalisme, une nouvelle manière qui se veut rationnelle, justement très viril dans sa façon de se présenter. Et justement, l'Action française est une organisation antiféministe, mais aussi qui se veut en tout cas être un peu le parangon de la virilité. Elle naît à une époque où il y a des angoisses qui pèsent sur toute la question de l'émergence de la femme nouvelle, beaucoup d'angoisses liées à la sexualité. Et malgré donc l'antiféminisme, ou peut-être en raison de l'antiféminisme ouvert de Charles Maurras entre autres, mais pas seulement, le mouvement dès ses origines s'ouvre aux femmes, ouvre ses rangs aux femmes, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure, des raisons notamment financières. Donc on voit des femmes affluer. Alors elles n'ont jamais été majoritaires, on reste vraiment dans une minorité, mais une minorité très active. Donc les femmes à l'Action française, pour spécifier en quelques mots, elles ont soit le choix de rejoindre des organisations qui sont des organisations non mixtes, donc les associations de dames et de jeunes filles royalistes qui sont autonomes et qui donc, ne regroupent que les jeunes filles, celles qui ne sont pas mariées. C'est pas l'âge qui compte, c'est vraiment le critère matrimonial, et donc les dames royalistes. Mais elles ont aussi la possibilité, on pensait que c'était pas le cas, mais j'ai pu prouver par des archives que c'était le cas, elles ont aussi la possibilité de rejoindre directement la Ligue et de militer dans ce cas en contexte mixte. Certaines font le choix des deux. Voilà pour globalement le sujet. Tes femmes de droite. Ok. Alors, je suis arrivé tard à étudier ces femmes. J'ai fait de la recherche sur les anticommunistes du Brésil, du Chili, de l'Argentine, entre les années 20 et 60. Non? Alors, j'ai fait de la recherche sur les réseaux internationaux, sur les connexions avec la violence civile. J'ai utilisé surtout les documents publics, les discours publics. Alors, ce que j'ai découvert, je suis un peu avec un peu d'honte de ces découvertes. En 2015, que j'avais fait de la recherche sur les hommes de droite. Non, mais je n'avais pas pensé sur la question de que j'avais universalisé ces sujets. Et la raison de cette découverte, on va dire,
ces dessins, c'est qu'en 2015 était lancée une campagne appelée Ni Una Menos, une campagne contre la violence homicide machiste qui a lancé millions de femmes à la rue, qui a politisé beaucoup de comportements masculins, la distribution des pouvoirs dans les institutions. Alors, c'est une vague énorme. Probablement la courante politique la plus intéressante des derniers 30 ans. Alors, ça, finalement, a eu une explosion en 2018 avec la discussion d'un projet de loi d'interruption volontaire de la grossesse. En ce moment, il y avait une vague verte, non? Parce que ça, c'est la couleur qui identifiait ces femmes. Mais aussi, il y avait une autre vague, que c'est une vague bleu clair, non? Que c'est la vague de femmes qui s'y opposaient à la légalisation. Alors, en ce moment, je n'avais des outils mentaux ou analytiques pour identifier ça, non? Pour faire autre chose qu'exprimer sous prix ou même pour faire des blagues. Non? Alors, après ce moment initial, ce que nous avons fait avec un groupe de collègues, et commencer un projet collectif de recherche sur l'histoire des jeunesse et des femmes de droite pendant la guerre froide en Argentine, au Chili et l'Uruguay. Un projet de 15 collègues énormément ambitieux qui a essayé de faire une histoire de ces vagues de femmes antiféministes. Non, une tentative de faire une histoire de ce que nous avons vécu pendant les derniers 10 ans. Alors, mes femmes sont des femmes de la guerre froide. Donc c'est des femmes anticommunistes Oui, mais aussi des femmes qui participent des associations qui ne sont pas formellement des partis. Association des mères d'école, association des femmes foyers. Ce type d'associations qui formellement n'ont pas d'identification avec des partis, mais aussi d'autres types d'organisations qui sont ouvertement révolutionnaires, politisées, qui luttent pour la restauration de l'ordre traditionnel. Alors, tu as un peu répondu à la question que je voulais aussi poser après et que je vais peut-être te poser. Moi, j'ai expliqué en intro pourquoi j'avais eu envie de faire cette émission, pourquoi ça me semblait important de la faire et comment j'en étais venue à me poser la question des femmes de droite et des femmes contre le féminisme. C'est ce que tu dis aussi, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça montre qu'en histoire on se pose toujours les questions du présent en fait, et que c'est la vague Ni Una Menos qui te pousse à te poser et à voir ce que avant tu ne voyais pas. Et de fait, dans l'histoire des femmes, on sait que c'est quand même très corrélé aux mobilisations. Mais toi Camille, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur les femmes de l'Action française? Alors initialement le hasard des archives. Ah ouais. Après, je construis quelque chose de par-dessus, mais j'étais en fait tout début de ma recherche, j'ai été en recherche d'un sujet de mémoire quand j'étais encore en master, et je devais travailler sur la peur du communisme. Au moment du Front populaire, sur les mouvements d'opposition au communisme, mon directeur de recherche de l'époque m'avait dit « Regardez du côté des femmes, elles ont sûrement eu très peur ». Bon, à l'époque, je n'ai pas remis en cause le soupçon, le préjugé de genre derrière. J'ai obéi, je suis allée chercher donc, dans les archives de Charles Maurras, parmi entre autres choses. Et la première lettre sur laquelle je suis tombée dans sa correspondance, c'est la lettre d'une femme qui s'appelle Hélène Dauty, qui était sympathisante de l'Action française. Et une lettre vraiment furieusement antisémite, vraiment terrible. Une femme qui explique qu'elle voudrait aller voir les Juifs se faire massacrer. Et en fait, à l'époque, j'ai été naïvement très choquée par le fait que ça soit une femme et que ça soit
possible d'avoir une telle violence sous la plume d'une femme. Et en cherchant un peu, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que non seulement il y avait des admiratrices de Charles Maurras, mais aussi des femmes qui militaient à l'Action française ou qu'on était sympathisantes. Et je me suis penchée sur l'historiographie. Je me suis rendu compte que ce soit du côté de l'histoire des droites ou du côté de l'histoire des femmes, en fait, ça restait une forme d'impensé historiographique. Ça répondait à des préoccupations politiques qui étaient les miennes. Donc je me suis lancée dans la recherche et j'y suis toujours aujourd'hui. Oui, en Argentine aussi, c'était absent des champs historiographiques. C'est quelque chose de nouveau, de ce que tu viens de nous dire. Si vous vous mettez tous à le faire comme ça, tous et toutes à travailler, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas beaucoup de travaux dessus non plus avant. Oui, je pense que Camille a mis une question centrale, qu'il y a deux champs historiographiques et les deux sont partiels, complètement aveugles. Non tout à fait. Par les champs de l'historiographie de droite. Mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, je laisse finir. Mais... Non, pour les historiographies de droite, elles sont... il y a des femmes, mais ils ne sont pas tellement importantes, elles ne sont pas des productrices d'idéologie, elles n'ouvrent les discours importants dans le Parlement, elles ne sont pas des candidats, non? Alors ils ne sont pas dans le scénario le plus important. Et aussi, pour l'historiographie des femmes, elles ne sont pas complètement des figures légitimes. Non? Parce que normalement, l'historiographie des femmes politiques ou des femmes politiciennes cherche des pioneers, non? Ceux qui ont ouvert les chemins, ceux qui ont dit quelque chose la première fois, ceux qui étaient féministes ou féministes avant la lettre. Alors, ceux qui on est la capacité pour se mettre dehors de l'ordre sexuel. Ouais. Alors qu'une historiographie des femmes de droite cherche exactement leur adversaire. Non? Alors, il y a probablement une méfiance politique ou épistémologique sur ces collègues qui font la recherche des femmes de droite. Je pense que du côté de l'histoire des femmes, c'est aussi lié, en tout cas en France, au contexte dans lequel est née l'histoire des femmes. Dans les années 70, au moment où les militantes finalement redécouvrent leurs héroïnes d'antan et donc sont plutôt amenées à prioriser la recherche vers les engagements émancipateurs, la conquête du suffrage, le droit au travail. Et donc il y a eu une forme de décalage qui s'est créé avec un intérêt pour les femmes de l'autre bord, qui finalement arrivait plus tard quand on a vu des femmes plus visible sur la scène politique à droite à partir des années 90 et encore plus aujourd'hui. Oui. Top, vous êtes d'accord en fait. Oui, on est d'accord. Alors, maintenant pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, qu'est-ce qui pousse les femmes sur lesquelles vous travaillez, ces femmes qui écrivent à Charles Maurras, qui rentrent dans soit des organisations féminines, soit même, tu l'as dit, donc vraiment dans la Ligue, pour ton cas Camille. Alors tu as évoqué donc rapidement les mères d'école, les femmes au foyer ou d'autres associations. Qu'est-ce qui pousse les femmes, ces femmes, à s'engager contre ce changement, contre les idées féministes, contre ce que, donc, de façon intuitive, on pourrait considérer comme étant leur intérêt en tant que femme? Précisez peut-être un peu ma question. Est-ce que, en plus des raisons qu'elles peuvent mobiliser, est-ce qu'il y a des sortes d'idéotypes en termes d'origine sociale, de croyances, de position matrimoniale, familiale, de disposition biographique, de choix confessionnels. Voilà, c'est un peu ma troisième question. Je commence ? Oui. La première chose, je pense, qu'il faut remarquer, c'est que ces femmes sont, pour répondre à la question de comment elles s'engagent dans un mouvement qui pourtant défend des intérêts a priori, dessert en fait leurs intérêts. C'est bien se rappeler que ces femmes, ce sont des femmes, mais ce sont aussi des individus qui sont façonnés par d'autres dispositions, d'autres déterminants sociaux, religieux, culturels. Et donc si on s'intéresse un peu à leur trajectoire sociale, on voit effectivement un certain nombre alors je ne sais pas si c'est des profils types, en tout cas des redondances quand même dans les parcours. Alors d'abord,
leur appartenance dans le cadre de l'Action française à des milieux sociaux dominants, aisés, voire très aisés. Dans mon corpus de femmes sur lequel j'ai travaillé, c'est à peu près 25% de femmes qui appartiennent aux noblesses à une époque où elles représentent 1% de la société. Donc forcément, sacrée surreprésentation. c'est une sacrée surreprésentation. Alors, au fil du temps, il y a quand même une diversification des profils sociaux qu'on peut observer. Et puis, il y a un biais des sources. Les sources écrites, notamment la correspondance, forcément, on travaille plus sur des femmes qui sont instruites et qui mobilisent souvent cet outil. Mais c'est quand même un trait marquant, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, peut-être encore plus pour les femmes à l'Action française. Et c'est d'ailleurs, elles sont moquées pour cette raison. Enfin, il y a tout un ensemble de stéréotypes qui leur est accolé. Ensuite, c'est vraiment l'instruction. Ce sont des femmes instruites qui parfois ont fait des études, alors qui sont déjà engagées, résultat, dans une forme d'émancipation finalement avant même d'adhérer à l'Action française. Donc j'ai aussi des femmes qui exercent d'ailleurs des métiers qui relèvent du précaré masculin à l'époque, des médecins, des avocates, des professeurs de lycée. Très prégnant aussi également la place du catholicisme. Ça, c'est peut-être... S'il y avait un facteur d'uniformité, en fait, de tout corpus, c'est ça, ce serait vraiment l'adhésion. Alors, non seulement au catholicisme, mais un catholicisme de combat, vraiment, en tout cas, un catholicisme extrêmement intransigeant, très intolérant vis-à-vis des autres religions. J'ai rencontré très peu de protestantes, ou il y en a quelques-unes, ou datées dans mon corpus. Bon, après, ça, ce sont des dispositions, mais il faut regarder au cas par cas dans les trajectoires sociales. Et je pense que pour comprendre leur trajectoire, il faut vraiment accorder de l'importance à la question des frustrations, des opportunités qui peuvent scander les parcours de vie. Je vais peut-être prendre un exemple, le cas d'une femme qui s'appelle Henriette Ambert, qui... Depuis qu'elle était toute petite, donc elle est fille d'un notaire, notabilité de province. Depuis qu'elle est toute petite, elle dit rêver d'être journaliste. Donc elle essaie de percer dans le milieu du journalisme, d'abord plutôt du côté des libéraux. Elle publie d'ailleurs un livre dans lequel initialement elle est suffragiste. Donc elle plaide pour l'obtention du droit de vote pour les femmes. Et puis, elle ne parvient pas à percer dans ce milieu. Elle finit par rencontrer l'Action française. Et là, en fait, l'Action française lui ouvre ses portes. Elle peut publier un peu dans la F. Et elle va complètement reconvertir finalement d'anciennes dispositions vers l'extrême droite, au point d'adhérer complètement à la doctrine maurassienne, de s'engager à fond vraiment dans l'Action française, ça devient sa vie, et de renoncer à ses opinions suffragistes, donc au point de réécrire complètement son livre pour lui faire épouser la doctrine maurassienne, donc qui est complètement anti-suffragiste. Donc je pense qu'en dehors des dispositions, des questions de déterminants sociaux, il y a vraiment cette question des frustrations et des opportunités qui peuvent vraiment venir ponctuer les vies. Et dernière chose sur laquelle peut-être j'insisterai, c'est, dont tu as parlé tout à l'heure du statut matrimonial. Évidemment, la place, ça on le retrouve dans d'autres organisations de gauche ou ailleurs, la place des veuves d'une part, donc les fameuses douairières de l'Action française, parce que ce sont des veuves souvent fortunées, et donc c'est une des militantes qui parle comme ça, des vieilles filles de l'Action française, donc des célibataires endurcis qui en fait ont le temps, n'ont pas de famille à charge, ne risquent pas de se voir reprocher de délaisser leur famille pour s'occuper de politique. Donc c'est vrai qu'on note vraiment une place importante de ces femmes et une place... souvent, elles sont plus impliquées, en fait, quotidiennement, dans le quotidien de la Ligue. Et dans un contexte où le Code civil, de toute façon, si elles étaient mariées, elles auraient eu besoin de l'autorisation de leur mari pour le faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, certaines le disent dans les lettres qu'elles ont besoin d'autorisation du mari pour aller à tel meeting politique quand elles sont mariées. Et à contrario, certaines célibataires, Henriette Imbert, dont je viens de parler, à un moment donné, dit je suis célibataire, j'ai donc le droit à... Donc oui, c'est un facteur important. Alors, une chose que je trouve le plus intéressant est de découvrir comment est-ce que les activités politiques de ces femmes, finalement, offrent un défi à leurs principes idéologiques. Non? Parce que beaucoup de ces femmes qui sont mariées, qui sont veuves, qui sont célibataires, elles font des choses qui sont contre les principes qui organisent une division naturelle de la famille. Non? Par exemple, il y a un livre que j'adore de Margaret Power sur les femmes anti-aliénistes. Femmes en 71, 72. Non? Beaucoup de femmes. Donc pour ceux qui nous écoutent, Allende, le président chilien, voilà, Chili, mis fin avec le coup d'État. Voilà. Oui, exactement. Ces femmes ont organisé un groupe qui s'appelle
Poder Femenino, un groupe d'opposition formalement pas partisan, non, pas partisan. Alors, et beaucoup de femmes sont organisées pour lutter contre Hachette. Une des femmes, elle a raconté à Margaret Power qu'elle a abandonné ses enfants avec son époux. Elle lui a dit, bien, vous serez ici avec les enfants 4 jours parce qu'il faut que je voyage à un congrès des femmes pour lutter contre le communisme. Alors, ciao. Ouais. Non? Alors, c'est pour la restauration de la famille que je vais vous laisser avec les enfants. Alors, je vais lutter avec le but de que aucune femme soit obligée à laisser ses enfants. Il y a beaucoup de ce type de paradoxes. Non? Je pense qu'une des choses que c'est le plus marquant des femmes de droite est cette distance entre l'idéologie et les activités. Non? Une distance, donc il y a des cas, donc elles sont complètement conscientes, non? Qu'elles font des mouvements un peu stratégiques, et il y a d'autres causes qui sont complètement pas conscientes du niveau des défis qu'implique. Ok. Alors, résultat, ça nous amène un peu à la question suivante. Juste, je pense, c'est pas neuf en fait que des journaux ou des groupes d'extrême droite laissent la parole aux féministes parce que, alors, je peux me tromper, j'ai un peu la tête en vrac en ce moment, mais Hubertine Auclair, elle écrit dans la libre parole. Ah, tout à fait. Oui, ouais. Et c'est pas on le voit souvent que, alors que les journaux, en tout cas pour le cas français, républicains, ferment leur colonne aux journalistes suffragistes, femmes, d'autres journaux, plus à droite, leur ouvrent. Et par la suite, j'ai toute une correspondance d'une femme qui s'appelle Camille Bellillon, qui militait au suffrage des femmes, qui faisait partie et qui engage vraiment une discussion avec Maurras. Alors, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais il y a des points de dialogue et d'incompréhension également. Donc, effectivement... il y a un côté saisir l'opportunité aussi. Oui, c'est ça, je pense, essayer de convertir, en fait, d'essayer de remettre le plus possible de soutien à la cause, y compris à l'extrême droite. Alors, est-ce que vos différentes femmes de droite, qu'elles soient donc en France dans les années 20 et 30 et proches de l'Action française, je reviens parce que comme il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure, ça me permet que j'en voyais un qui disait « mais on parle de quoi aujourd'hui ?» Donc, on parle des femmes de droite dans l'histoire pour donner une espèce de profondeur historique à une réalité politique actuellement très présente, celle des femmes de droite. Et donc, on revient un peu sur on va dire, les racines de tout ça, les origines. Et donc, vos femmes de droite, donc, les femmes qui sont proches de l'Action française, proches de Charles Maurras, les femmes qui sont proches des extrêmes droites latino-américaines dans un contexte de guerre froide, elles se présentent comme femmes. C'est bien comme femmes qu'elles s'engagent. Elles disent qu'elles sont des femmes. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et résultat, quel sujet politique femmes est-ce qu'elles construisent? Qu'est-ce qu'elles disent de leur légitimité à intervenir en tant que femmes? Alors, une chose que j'ai trouvée est que ces autoprésentations comme femmes fréquemment expriment aussi une distance avec la citoyenneté. C'est-à-dire que ces femmes se présentent comme figures qui ont un entrée sur la question publique, mais ce n'est pas un entrée comme ceux qui ont les citoyens hommes. Parce que c'est un entrée qui a un origine que c'est sa condition de mère. Alors, c'est comme mère qu'elles ont la légitimité. Exactement. Ouais. Oui. Et que leurs interventions, leurs opinions sont les résultats de ce qu'elles regardent dans leur maison, dans l'école, dans la rue. Alors, que leur intervention dans le politique
est le résultat de qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la politique. Donc, c'est une intervention extraordinaire qui est née à cause de que les hommes ne sont pas capables de faire les choses marcher. Non? Alors, cette intervention des femmes dans la politique semble être légitimisée par la possession des émotions plus que de la rationalité de bons citoyens. Non? Alors, ça c'est pourquoi c'est admissible les femmes dire quelque chose sur les problèmes urbains, mais pas sur la politique extérieure. Non? Alors, c'est parce qu'il y a une sorte de division sexuelle du travail politique. Non? La dimension plus liée à l'éducation, à la santé, c'est une chose des femmes, alors que les questions les plus abstractes, non? Ce sont des questions pour les hommes. Ouais, donc il y a à la fois leur statut de mère, que les hommes ne vont pas, eux, activer en se présentant comme père, et il y a l'idée d'une complémentarité homme-femme, et qui a pour effet de créer des domaines dans lesquels l'intervention des femmes serait légitime. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et toi, c'est pareil? On retrouve certaines choses. Alors, de même, hein, alors, elles ne se mobilisent pas toujours comme femmes. Il y a quand même, quand on milite dans un mouvement extrêmement viril comme l'Action française, elles sont quand même souvent amenées à neutraliser un peu leur position de genre. J'en ai même une qui commence une lettre à Maurras en lui disant « Rassurez-vous, ceci n'est pas une lettre de femme ». Donc, elles sont en termes de stratégie, elles sont quand même souvent obligées, en tout cas, de se mettre sur le terrain rationnel, d'essayer de neutraliser le plus possible leur prise de position. Après, oui, elles interviennent aussi comme femmes. Alors, on retrouve... elles interviennent comme mères, comme chrétiennes. Elles sont dans un discours de valorisation de la famille traditionnelle et donc des rôles traditionnels de la femme au foyer. Pour autant, l'originalité de l'Action française, c'est quand même d'avoir conçu tout un discours de légitimation du rôle politique féminin, avec donc plusieurs choses. Alors, on retrouve tout à fait ce que tu as dit sur les émotions. Ça, c'est même Maurras qui le dit, que les femmes sont les meilleures propagatrices d'une religion, qu'elles excellent non pas dans le fait de convaincre, mais dans le fait de persuader. Et donc, il faut absolument employer les dévouements féminins, que c'est là leur rôle, et qu'elles doivent ainsi participer donc, politiquement aux actions de la Ligue. Il y a toute la question du politique d'abord. C'est le slogan de l'Action française. Donc, politique d'abord, ça veut dire priorité au changement de régime. On démolit la République, on remplace, on met la monarchie, et tout ira mieux. Après, toutes les questions sociales s'évaporeront, toutes les questions de travail, alors ça va être la clé de la solution. Mais les femmes, le politique d'abord, forcément, elles l'entendent aussi autrement. Il y a cette idée, moi, politique d'abord, ça vient finalement légitimer leur action, le fait qu'elles ne soient pas cantonnées dans les œuvres. C'est quand même, à l'époque, souvent, les femmes de leur milieu sont très impliquées dans les œuvres charitables. Ça légitime un peu leur sortie des œuvres. Et c'est ce qui explique aussi qu'en 1927, au moment où l'Action française sera condamnée en raison par le pape, en raison de son politique d'abord, les femmes sont au premier plan du refus, en fait, de se soumettre au pape, parce que c'est finalement venir refermer une brèche qui avait été ouverte dans leur quotidien. Et la dernière chose, vraiment qui est très importante en termes de légitimation des rôles politiques féminins, c'est le recours au passé. Bon, ça, c'est quelque chose qui est omniprésent à l'Action française. Bon, on va s'appuyer sur les exemples du passé, Jeanne d'Arc évidemment, oui, mais pas seulement, Sainte-Geneviève, la reine de France, pour montrer que les femmes peuvent avoir un rôle en politique, que tant la question en fait, celle du pouvoir. Tant qu'elles n'usurpent pas le pouvoir, le partage du pouvoir est inenvisageable à l'Action française, mais les femmes peuvent s'engager en politique, et par ailleurs, par le passé, elles le faisaient. Elles ont souvent eu un rôle providentiel, dit-on, dans l'histoire de France, et la situation légitime finalement leur entrée en politique, leur entrée en militantisme. Il y a de la femme du passé qui fait les sacrifices, hein? Spécialement de Jeanne d'Arc, non? La femme qui donne tout ce qu'il a pour la vie des autres. Oui, la rhétorique du dévouement, du sacrifice de soi-même, ça c'est quelque chose qu'on retrouve de manière omniprésente aussi, de présenter l'engagement comme une forme de sacrifice. Le mot dévouement, je pense que c'est celui qui apparaît peut-être le plus dans les archives. Alors, c'est une autre chose un peu choquante, au moins pour nous, est-ce que beaucoup de ces femmes que j'ai vues, elles s'appellent à elles-mêmes féministes aussi. Non? Elles se disent féministes. Exactement. Alors, et aussi, elle indique que
leur principal adversaire sont des autres femmes, non, qui aussi se disent féministes. Non? Alors, c'est que leur féminisme est considéré comme un féminisme de la différence, pas de l'égalité. Un féminisme de la complémentarité, non? Un féminisme qui offre qui cherche une compensation pour faire bien les boulots domestiques. Non? Mais il y a une discussion, une dispute sur l'étiquette de féminisme de genre dans les années 60 au moins. Ouais, non, c'est quelque chose que je pensais te demander plus tard, mais ça tombe bien, on peut ouvrir la question. C'est vrai que moi, ce qui m'avait très intéressé dans les travaux de Magali Della Souda, et on le voit dans d'autres participations à la publication du colloque, c'est que actuellement, les femmes de droite récupèrent des revendications classiques du féminisme, des termes même. Moi, je pense par exemple celles qui sont contre l'IVG et qui reprennent le slogan « Mon corps, mon choix », qui est quand même le grand slogan du MLF, du planning, du MLAC, pour justifier du droit à l'IVG et à la contraception. Et elles le reprennent genre « Mon corps, mon choix », de refuser ça, en fait, comme s'il y avait un danger sur la grossesse, mais on retrouve les némésis qui, évidemment, reprennent à la fois une lutte contre les violences sexistes et sexuelles et des termes, même des répertoires d'action. Les némésis, elles font des collages, hein, comme les collages Stop Féminicide, mais évidemment en ne ciblant que les hommes issus de minorités ethniques ou confessionnelles. Donc, et elles se disent féministes. Alors, toi, tu dis que tu le vois déjà dans les femmes des droites anticommunistes latino-américaines. Et est-ce qu'on le voit, ça aussi, dans les années 20-30, sur les femmes sur lesquelles tu travailles, Camille ? Alors en fait, il y a une évolution du discours au cours du temps. Dans les années 1900, 1910, ces femmes ne se revendiquent absolument jamais du féminisme. C'est un gros mot, donc elles mettent vraiment à distance l'étiquette. Et peu à peu, quand même, les choses changent et on voit effectivement des formes de réappropriation du terme, en tout cas. Donc on va créer un féminisme de la tradition, un féminisme intelligent qu'on vient différencier du féminisme des féministes, qui serait plutôt la guerre des sexes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit avec, par exemple, alors c'est pas une femme, mais on retrouve un peu ce discours-là dans certaines lettres. Léon Daudet, dans les années 1910, appelle les Françaises à se libérer des chaînes du Code civil. Forcément, le Code civil à l'époque, c'est quand même un des grands combats des féministes. Alors évidemment pas dans la même optique. Son but, c'est de dire pour faire en sorte que les femmes retrouvent le rôle qui était le leur sous l'Ancien Régime. C'est toujours l'obsession, donc dans un sens, pour venir étayer finalement une argumentation réactionnaire. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans les lettres adressées à Charles Maurras. Alors la championne du féminisme de la tradition à l'Action française, c'est le docteur Pauline Serriot. Donc c'est une médecin qui est présidente des étudiantes d'Action française et qui engage vraiment un dialogue avec Maurras, qu'elle essaie de convaincre de la nécessité d'être féministe, et elle se dit féministe. Et elle reprend, elle a des chevaux de bataille qui sont les mêmes que les féministes. Par exemple, la question de la nationalité des femmes mariées, qui à l'époque devaient renoncer à leur nationalité française si elles épousaient quelqu'un d'autre. Ça fait partie de ces chevaux de bataille. Donc elle se dit féministe. Ça reste quand même relativement rare si on regarde un peu l'ensemble des sources. C'est quand même un mot qui reste... Mais on observe aussi qu'en fait, à partir des années 20-30, le féminisme gagne un peu en légitimité à droite. Non pas à l'extrême droite, mais à la droite de l'échiquier politique. Il y a tout un féminisme modéré qui naît. Ce qui fait que les relations peuvent être envisageables, disons. Et ce que j'ai aussi, c'est des tentatives de noyautage que j'ai pu trouver, pareil, des féministes, des groupements féministes modérés, où donc l'Action française envoie en avant-garde des femmes pour essayer de noyauter ces organisations. Alors ça ne fonctionne pas, mais il y a des essais. Mais il y a aussi la question des usages du féminisme. Je pense, par exemple, le travail ethnographique de Martina Vanza avec les femmes de Lega Nord, du parti italien. Oui, la Ligue du Nord. La Ligue du Nord.
Elle a montré comment est-ce que les femmes de la Ligue utilisent l'idée que dans les pays occidentaux, les femmes ont la capacité de devenir entrepreneurs, tandis que dans les pays arabes, elles n'ont pas ce type de droits. Ouais, ce que Magali Delessouda montre sur, effectivement, une des caractéristiques du fémonationalisme, c'est ce type de discours. Sur la question des droits de la population LGBT et tout ça. Non, c'est ce type d'usage de production d'une différenciation culturelle absolue. Une instrumentalisation du féminisme et effectivement des luttes LGBT, mais au service d'un agenda et de haine raciste en fait. Oui. Alors moi, l'instrumentalisation à des haines racistes, je la retrouve pas pour la bonne raison qu'à l'époque, en fait, l'intersection race-genre se produit pas de la même manière. C'est plus le discours sur le féminisme, en fait, c'est-à-dire que le féminisme est toujours présenté à l'extrême droite comme un produit de l'anti-France, un produit d'importation juive, ou le fruit d'un complot judéo-maçonnique. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on trouve l'intersection entre ces catégories-là. Et alors, ces femmes qui se mobilisent à ces deux périodes et dans ces deux espaces qui sont les vôtres, est-ce qu'elles se mobilisent comme les hommes ? Est-ce qu'elles ont... alors, le terme, c'est répertoire d'action, mais c'est-à-dire, est-ce qu'elles manifestent comme les hommes ? Est-ce qu'elles manifestent de la même façon que les hommes ? Est-ce qu'elles ont les mêmes tâches militantes que les hommes ? Voilà, quel est leur rôle et est-ce qu'on retrouve une différence genrée ou pas ? Alors, il y a la théorie, puis il y a la réalité, et les deux se recouvrent pas forcément. Donc la théorie, c'est que la division genrée du travail militant est de mise à l'action française. Aux hommes reviennent toutes les actions visibles, celles qui doivent attirer l'attention, toutes les actions également qui requièrent l'usage de la violence et les mieux rétribuées sur le plan symbolique. Aux femmes, les femmes peuplent les parterres des audiences et sont censées donc militer dans les couloirs du mouvement. Donc c'est elles qui ont toute la question de la logistique, en gros, charge toute la logistique, organiser les meetings, faire la cuisine, tout l'économal. Donc tout ça leur revient et elles sont censées donc ne pas sortir dans l'espace public. Si on s'intéresse un petit peu, si on déconstruit un peu ce discours, on se rend compte que dans les faits, le quotidien du militant et de la militante d'Action française sont quand même proches. Tous distribuent des tracts, tous participent aux manifestations de plus en plus au cours du temps. Donc les femmes d'Action française, au début c'était assez rare, c'est assez ponctuel. Donc avec le temps, on voit qu'elles apprennent à descendre dans les rues, à manifester. À partir de quand Après la guerre. Vraiment le point de passage, les années 20-30. Ça existe déjà dans les années 1900. Je pense au moment de l'affaire Talamas. C'était un moment où des camelots du roi sont allés donner une fessée à un professeur en université. Il y a tout un tas à ce moment-là de manifestations, des camelots dans les rois, et certaines femmes en prennent déjà part à ces manifestations. Il y en a une qui est enfermée, qui va en prison, il y a toute une mise en scène sur le moment où elle va en prison, mais ça reste quand même assez ponctuel jusque-là. À partir des années 1920-1930, ça devient banal que de voir des femmes dans les cortèges d'Action française. Alors c'est vrai, quand j'imagine les photos, parce que j'en ai vu des photos des premiers mai des ligues, etc., je savais pas. Je vois pas de femmes, mais peut-être... Il y a quelques photos, c'est pas celles qu'on connaît mieux, mais il y a quelques photos où on les voit notamment au moment de la fête de Jeanne d'Arc, défiler en tenue traditionnelle. Mais elles prennent aussi parfois part à des... Alors, c'est plus ponctuel, mais à des manifestations violentes où elles peuvent avoir partie liée avec les policiers. Donc ça devient pas rare en fait après la guerre. Mais ce qui est amusant, c'est que quand on lit les comptes rendus du journal, ils s'en cachent pas, mais il y a toujours cette volonté d'expliquer que quand même ça reste séparé. Ouais. C'est-à-dire que les femmes ne manifestent pas de la même manière que les hommes, elles apportent leur grâce, leur charme à la manifestation. Il y a quand même toujours cette volonté de remettre chacun à sa place pour montrer qu'on n'est pas dans la subversion, mais bien dans le maintien des normes de genre. Oui, voilà. En tout cas, je pense que on serait d'accord que cette division sexuelle du travail politique existe aussi en autre tradition politique. Ah, tout à fait. Non, pas seulement dans l'extrême droite. Ah non, c'est non. Et aussi la question de comment est-ce que tu dis, le plafond de cristal. Non. Ça, c'est une façon universelle de la politique. Oui. Non. C'est peut-être plus dans la façon de légitimer cette division du travail que je pense qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes arguments. Il faudrait faire un travail comparatif. Probablement que dans la gauche, il y a la pratique
sans les discours. Oui, Non. c'est ce que je pense aussi, sans être spécialiste des mouvements de gauche. Alors, une chose que Margaret Power dit sur la... Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai pensé quand tu m'as dit ça. Je me suis dit, à gauche, c'est l'inverse. Enfin, J'ai déjà vu ça. Ok. Et une chose que Margaret Power dit sur la politique des femmes de droite, est-ce que une particularité, est-ce que les femmes utilisent une légitimité associée à ce qu'elles font dans la sphère domestique. Non? C'est une chose que n'utilisent pas les hommes de droite. Non? Ils ne parlent pas, ben, je suis un bon père, j'ai élevé 3 enfants. Seulement, les femmes utilisent une certaine fierté de mère ou de potentielle mère, essaient de convertir cette expérience, cette légitimité en capital politique. Non? C'est une particularité des répertoires des femmes politiques qui tout le temps renvoient à leur activité privée. ce qu'on peut retrouver, enfin, d'ailleurs, même en dehors de la droite et de l'extrême droite, enfin, déjà de l'extrême droite, mais il y a plusieurs femmes politiques. Pécresse l'a fait, Ségolène Royal l'a fait, Michèle Alliot-Marie l'a fait à la mairie quand elle briguait la mairie de Saint-Jean-de-Luz, c'est dire il vous faut une femme pour faire le ménage. C'est un terme qu'on retrouve très souvent dans les communications politiques. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui circule. Et alors tout à l'heure, tu disais, peut-être tu voudrais y revenir à ce moment-là, qu'elles servent aussi manifestement sur des questions financières. Oui. En fait, dans les raisons qui ont justifié l'ouverture de l'action française aux femmes, la question financière a beaucoup pesé. J'ai retrouvé dans les archives une note de Maurras qui met soutien financier féminin, je ne sais plus comment c'est exactement formulé, au budget absolument nécessaire. Et les femmes se sont pris d'engouement en fait pour cette forme de participation politique, même si c'est du 0 degré, parce que la souscription, l'Action française ne cesse de publier des souscriptions, d'appeler au don. C'est un journal qui est tout le temps dans le besoin. Et les femmes sont très présentes sur les listes de souscription. Pour elles, c'est un moyen finalement de pouvoir, comment dire ça, un moyen accessible en fait à toutes les femmes de contribuer à une cause politique. Alors souvent elles se le réapproprient en expliquant bien que c'est une forme d'engagement. Et il y a jusqu'à 30-35% de femmes sur les listes de souscription dans les années 20-30 dans l'Action française. Et leur soutien financier a été essentiel à la survie du mouvement, au point d'en devenir un cliché. C'est-à-dire qu'il y a plein de textes un peu humoristiques qui se moquent des douairières au grand cœur de l'Action française. Doutons juste qu'elles sont complètement manipulées par le mouvement et qu'elles donnent très naïvement tout leur argent au mouvement. Dans les faits, quand on regarde les sources, elles ont tout à fait conscience de ce qu'elles font et surtout, c'est un moyen de pression. C'est-à-dire que quand elles gèrent les finances et quand elles décident de couper les vivres, l'Action française est en panique. C'est notamment le cas en 1927, au moment des troubles avec la papauté, où certaines femmes voudraient qu'on se réconcilie et qu'on gère un peu autrement les choses. Certaines coupent à ce moment-là les vivres on voit que Maurras envoie dans les archives, on voit des éclaireuses pour en savoir un peu plus, parce que le mouvement ne pourrait pas tenir sans cette contribution féminine. Et notamment celle des veuves. On recherche en particulier les veuves, parce qu'elles ont leur argent à disposition. Ouais. Mais oui, la question du denier de l'Action française, c'est vraiment essentiel dans l'histoire du mouvement, et ça a été pour les femmes, même si c'est le degré 0 de la participation politique, ça a été un moyen de s'investir, vraiment. Mais quand ça devient un moyen de pression, c'est ça. Et toi aussi, elle finance ? Je n'ai pas trouvé de type de traites, mais elles sont essentielles pour beaucoup d'organisations, pour les revues, par exemple. Il y a une revue de femmes à foyer où les femmes font absolument tout. Elles écrivent tous les articles, elles vendent, elles cherchent la publicité, tout ça. Mais finalement, jamais on changeait le directeur, que c'est l'évêque, non? Mais toute l'infrastructure de travail, tout est absolument féminisé dans ces revues dirigées aux femmes, non? C'est incroyable la distance entre la reconnaissance, le volume, le type de travail féminin, qui est indispensable.
Et alors, est-ce que ces femmes, dans les deux cas, sont intégrées, voire même contribuent à produire des réseaux internationaux? Donc, est-ce qu'il y a des circulations entre les différents espaces, des réseaux internationaux, d'une internationale blanche, quoi, d'une internationale d'extrême droite? Quel est le rôle des femmes là-dedans? Alors, je connais les cas d'un réseau des années 60-70, qui c'est un réseau initié, qui a commencé au Brésil, au moment de coup d'État en 1964. Non, il avait une organisation de femmes anticommunistes. Cette organisation a développé des connexions avec des femmes, ces femmes anticommunistes en Chili, que j'ai déjà mentionné, et aussi a établi des connexions avec des organisations dans les États-Unis et avec le Parti républicain. Aussi, il y a deux ou trois entretiens sur les Reader's Digest des années 70 qui montrent la tournée qu'ont fait de ces femmes brésiliennes qui ont réussi à arrêter le communisme dans leur pays. Aussi, il y a information sur la connexion entre ces femmes brésiliennes, les chiliennes, et la sœur de Fidel Castro, la sœur anticommuniste qui a échappé de l'île et qui a participé de beaucoup de tournées anticommunistes pour dénoncer le totalitarisme cubain, tout là. Hein. Alors, c'était un cas particulier d'un réseau qui a commencé par les Sud, non? Et pas pour Washington, qui c'est normalement le point où ce type des activités clandestines sont nées. Toi, t'en as aussi ou... Alors, moi, je vais commencer par juste dire que dans le livre qu'on a co-dirigé, il y a tout un article, tu utilisais le mot d'internationale blanche, c'est pour ça que j'y pense, d'Arthur Hérisson et Alexandre Dupont sur justement l'internationale blanche au 19e siècle. Alors, la place des femmes dans l'internationale blanche au 19e siècle. Dans mes recherches personnelles, c'est le plus marginal. L'Action française avait une influence importante dans certains pays à l'étranger. J'ai des militantes qui ne sont pas françaises, d'autres qui sont des Françaises installées à l'étranger. Donc, par exemple, j'ai cette princesse russe là, son parcours est un peu fascinant. Elle s'appelle la princesse Troubetskoï. C'est une militante russe donc, qui est divorcée, qui voyage beaucoup entre la Russie, la France et d'autres pays, qui clairement appartient à cette internationale blanche héritée du 19e siècle. Elle rencontre l'Action française au début du siècle et elle dit une formidable école d'antilibéralisme et pour elle, le libéralisme ronge la Russie. Donc voilà, une cause, elle y voit un point commun entre les deux pays. Donc elle rentre en Russie, elle fait de la propagande pour l'Action française en Russie. Donc j'ai retrouvé des notes de police qui expliquent qu'elle fait de la propagande anti-républicaine jusque dans le palais de Sarkozy. Et après il y a la révolution russe, elle quitte la Russie, elle s'installe en France et là elle continue vraiment de militer activement pour l'Action française. Donc j'ai plusieurs trajectoires comme ça, qui sont des trajectoires vraiment inscrites dans un espace international. Pour autant, j'ai pas réussi à vraiment dégager des réseaux, réseaux durables. Voilà, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas trouvé. Et alors, quel est l'intérêt de ces groupements d'extrême droite et par ailleurs traditionnels, défavorables à l'émancipation des femmes, enfin, quel est leur intérêt? Alors, on l'a vu un peu financier, on l'a vu finalement, elles font du travail gratuit aussi sur pas mal de trucs, mais à mobiliser les femmes derrière eux. Pourquoi ont-ils besoin de femmes alors que tout leur discours est de renvoyer les femmes au foyer et pourvu qu'elles restent au fourneau, au berceau et qu'elles n'en sortent pas? Pour moi, c'est plus intéressant savoir pourquoi ces femmes acceptent l'invitation. Non? Parce que l'invitation des groupes de droite est une invitation permanente. Non? L'invitation à adopter les rôles les plus traditionnels, c'est une invitation permanente, c'est presque fondationnel. Alors, pour moi, c'est plus intéressant de connaître pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui acceptent cette invitation. C'est à cause de la frustration, comme Camille a mentionné,
des femmes qui ont volonté de faire une carrière politique et ne trouvent pas une place suffisante ou intéressante dans notre courant politique. Pour moi, la principale raison d'adoption ou d'acceptation de l'invitation de droite est la sensation qu'il y a une menace sur la famille, spécialement sur les rôles que les femmes ont dans la famille, dans la communauté locale. Non? Il y a une question qui s'est discutée si ces menaces, c'est vrai, non, ça existe ou non, sauf c'est seulement un fantôme, en tout cas un fantasme. Mais je pense que ces femmes acceptent l'invitation et-elles entrent en politique parce qu'ils veulent détenir la menace. Non? Alors, ce qu'on a beaucoup dans Missis America. C'est ce qu'on montre beaucoup dans la mobilisation de Shafley. Parce que ce que je pense qu'il y a, c'est un processus de politisation, non? Un processus de dénaturalisation. Ouais. Non? Le moment en que les autorités les plus traditionnelles, non? Des anciens sur les champs, des hommes sur les femmes, des hétéros sur tout le reste des identités sexuelles, le moment dans lequel ce type d'autorités sont dénaturalisées, c'est le moment en que tous les alarmes commencent à exprimer l'idée de c'est la fin du monde. En ce moment, je pense qu'il y a plus de probabilité de que ces messages soient attendus. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'Action française trouve dans cette présence féminine? Donc, je l'ai dit d'abord de l'argent, mais pas seulement. Mais il y a ça, ça compte vraiment. Pour reprendre les termes d'un des dirigeants du mouvement, une belle parure. Donc, une image un peu plus modératrice, qui vient tempérer un petit peu la violence du mouvement. Et également quelque chose que j'ai déjà dit, en tout cas c'est conçu comme ça, cette formidable capacité qu'on croit être celle des femmes à aller faire du prosélytisme, rallier du monde, et de fait elles mettent leur réseau, ce sont des femmes qui ont des réseaux, ce sont des aristocrates, et elles mettent leur réseau vraiment à la disposition de l'Action française. Donc c'est pas que du discours, il y a aussi une vraie réalité derrière. Alors après, finalement, leur présence dessert parfois l'image du mouvement. C'est que, alors même que c'est un mouvement qui est fondé dans les années 1890 pour faire un royalisme viril, très éloigné de ce qu'était le chambordisme un peu sentimental, en fait, on voit dans certains discours des adversaires que cette présence féminine finit par décrédibiliser le mouvement, qui est finalement ramené un peu à sa part féminine. Donc c'est ce qui est un peu amusant dans les sources. Voilà, pour ce qui est de l'apport. Alors par contre, elles n'ont pas, réussi, parce que on peut aussi la question du changement, elles n'ont pas réussi à changer le mouvement. Si on compare aux Croix de Feu, il y a eu toute une étude faite sur les Croix de Feu, qui est une autre organisation d'extrême droite, qui est initialement un mouvement très viril d'anciens combattants, qui accueille des femmes, mais alors vraiment très massivement, jusqu'à 200 000 femmes, au moment où ils se transforment en Parti social français. Et là, les femmes, en fait, ont un rôle tellement actif qu'elles parviennent, dans cette organisation, à transformer ce mouvement d'anciens combattants en une vaste organisation sociale, dans laquelle elles jouent des rôles clés, puisqu'elles remettent toutes leurs compétences qu'elles ont acquis dans la sphère sociale à des fins politiques, et finalement, elles transforment un mouvement d'anciens combattants en un mouvement social, et qui va vraiment rallier massivement. Mais qui reste d'extrême droite. Mais tout à fait, qui reste complètement d'extrême droite. Oui. À l'Action française, on ne voit pas ça. On voit bien qu'il y a l'intransigeance maurassienne, de toute façon, qui est inflexible. Le discours reste le même du début à la fin, peu importe les critiques. Et malgré les appels d'ailleurs de certaines femmes, mais pas que seulement des femmes, à socialiser un peu le mouvement, à avoir un peu plus d'attention portée à la question sociale, notamment à partir de 1930, avec la crise économique, l'idée qu'on pourrait quand même rameuter du monde comme ça, en sortant du seul domaine de la charité. Il y a des formes de politisation de la charité, mais pas vraiment ce vaste domaine social. Mais la direction du mouvement ne bouge pas d'un iota, et elles n'arriveront jamais à imprimer cette marque-là sur le mouvement. Ok. Ouais. Les femmes elles n'arrivent pas à imposer. C'est ça. Elles n'arrivent pas à imposer leur propre agenda, en fait. Ouais. Et ça s'explique par la structure particulière de l'Action française, entre autres. Et la
l'intransigeance de son chef. On a pas parlé de Maurras, mais Maurras, c'est quelqu'un qui est l'Action française. Déjà, c'est vraiment l'âme de l'Action française, et c'est sa doctrine qui infuse tout le mouvement. Et c'est quelqu'un qui est, je vais pas dire buté, mais qui est vraiment très intransigeant et inflexible dans ses positions. Je pense qu'il y a un sujet intéressant, qui c'est quelles sont les connexions entre les changements sociologiques, le changement des structures de la famille, de toutes les formes de l'amour, de couple, et les réactions politiques à ces processus. Non? La multiplication de formes de couple et de famille, par exemple pendant les années 60, non? L'impact de l'anticonception, la multiplication de l'accès à l'anticonception, la modification des comportements sexuels, notamment des femmes, plus que des hommes. Comment est-ce que ça impacte sur la politisation, sur la réaction, non? Je pense qu'au moins pendant les longues années 60, c'est évident. Il y a une connexion entre ce qui occure peut-être un peu silencieusement, en baisse de voix, et la politisation. Et je pense que nous sommes aujourd'hui avec une situation un peu plus similaire, ressemblable à ça. Non? Je pense qu'il y a un profond changement sociologique. Non? Je pense que c'est impossible à arrêter. Non? Que ça passe, ça occure, et qu'il y a un effort de groupe conscient pour éviter, pour arrêter, altérer ce type de changement. J'ai l'impression que finalement la sociologie va gagner. Mais en tout cas, il y a une réaction qui mérite une recherche, bien sûr. En fait, il y a l'idée que des femmes peuvent être des alliés du backlash contre les avancées féministes. En fait, c'est ça qui est contre-intuitif, mais qui est attesté, que ce soit dans le passé. Ouais, t'es d'accord? Oui, complètement. C'est vrai que bon. Et il y a un autre point, juste parce que tu en as parlé un peu et je voudrais revenir. Donc, et on pourra faire le lien avec l'Amérique latine de la deuxième moitié du XXe siècle. Tu évoques le fait que la façon dont elles sont caricaturées est utilisée contre l'Action française, que ça permet de délégitimer l'Action française ou de s'en moquer, mais elles sont aussi perçues, raillées, caricaturées par leurs adversaires politiques, donc par la gauche de façon générale. Et moi, ce qui m'a marqué, notamment en lisant ton article dans Femmes contre le changement et en lisant d'autres, c'est combien, en fait, celles et ceux qui les attaquent, qui sont a priori à gauche, qui sont a priori plutôt féministes, voilà, les attaquent avec les mêmes ressorts anti-féministes que cette même droite utilise. Et voilà, tu donnais tout un tas d'exemples où la façon dont on se moquait des femmes proches de l'Action française, c'est au bout du compte les mêmes thèmes que l'on voit ratiocinés contre les féministes et qui ont été notamment bien montrés dans le livre de Christine Barr sur le siècle des antiféminismes. Et c'est la même chose, en fait. Il y en a au moins deux, en tout cas, qui sont pareils. Alors, il y a l'expression que j'avais trouvée dans un article de Louis Brault, qui est un journaliste de la Dépêche, journal républicain, qui les traite de tricoteuses enragées de l'aristocratie, ce qui est très amusant de les voir envoyer à l'image de la tricoteuse qui est issue de la Révolution, et elles devaient se retourner, enfin, ça n'a pas dû leur plaire. Donc il y a cette idée que c'est subversif, et donc on met en cause cette subversion. Et le deuxième cliché qu'on retrouve, c'est celui de la vieille fille, quand même, qui se marie pas, voilà. Qui est la même, d'ailleurs, pour les mêmes raisons, parce que de fait, ce sont des femmes dégagées du statut marital qui peuvent s'engager politiquement ou syndicalement ou de façon associative dans ces années-là, faute de droits civils, sinon pour le faire en toute liberté. Donc forcément, on a plus de femmes seules, quoi. Merci. Toi, tu retrouves elles sont caricaturées aussi ou Oui, tout à fait, si. Oui, mais je pense, par exemple, sur la question de droite à vote des femmes. Quand est-ce que les femmes ont obtenu ou ont reçu le
les droits à vote. C'est quand d'ailleurs dans les pays je sais pas. Ça dépend du pays, mais en tout cas, je pense que les premiers c'est l'Uruguay en 1919. Avant nous. Mais ils l'ont voté la première fois en 1932 ou 38, mais tout le reste entre 40 et 60. Pendant la première moitié du XXe siècle, les droits à vote des femmes, c'était une cause de gauche, une cause de libéralisme. Mais la majorité des gouvernements dictatoriels ou pas dictatoriels qui ont offert les droits à vote aux femmes, ce sont les gouvernements de droite, qui ont l'opposition des forces gauchistes. Parce que l'opposition est basée sur une dimension, on va dire, stratégique. En ce moment, on était sûr que donner les droits de vote aux femmes signifie augmentation électorale de la droite. Chez nous, c'est ce qui a en partie empêché l'obtention du droit de vote par les femmes pendant des années, c'est que la gauche craignait qu'elle vote, enfin les radicaux notamment, craignaient qu'elle vote pour la droite, ce qui s'est en partie confirmé en tout cas au début, dans les années 50. C'est le même type d'argument utilisé dans la première moitié, non, sur l'idée de que les femmes ne sont pas encore prêtes pour l'apprentissage de la politique. De toute façon, sauf erreur de ma part, mais le moment où les femmes votent moins à droite que les hommes, c'est autour de 68, c'est assez tard. Oui, en fait, après, oui, c'est après le tournant de 68. C'est après le tournant de 68, mais avant, de fait, à cause de l'éducation et tout un tas de raisons, du clergé, voilà, elle vote de fait, et ça aide bien De Gaulle en 45. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que le pape, en 19, il demande le droit de vote aux femmes. Tout à fait. Oui. Alors à l'Action française, on est anti-suffragiste, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc le débat, on considère que le suffrage est une ineptie de toute façon et que ça ne devrait pas exister. Donc et le débat revient souvent, mais c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. C'est la démocratie n'est pas le bon régime. Les principaux partis fascistes au Brésil, l'Alliance intégraliste brésilienne, qui est créé en 1932, était initialement contre le suffrage féminin, jusqu'au moment qu'ils découvrent qu'ils ont beaucoup de femmes entre leurs supporters. Alors, ils décident de modifier complètement la position et ça permet d'avoir des députés, des sénateurs. Alors, changement stratégique. Complètement stratégique. Alors, ça, je pense que ça lance la demande sur la question de s'ils sont vraiment importants les principes. Non? Combien d'importants, combien de facultatifs, combien oblige à faire la politique, les principes liés au genre. Non? Je pense qu'il y a un regard plus proche à l'histoire politique montre que les principes sont importants, mais il y a d'autres principes, non? Selon Groucho Marx. Vas-y, vous avez un truc. Non, j'ai rien à ajouter dans l'immédiat. Et alors, avant d'aller jusqu'à la fin de cette émission, il y avait une question que je voulais vous poser. Est-ce que vos travaux comme historienne, puisque vous travaillez sur des femmes de droite du passé, vous avez l'impression que ça vous permet de mieux comprendre, ça peut permettre d'éclairer ces nouvelles femmes de droite, ces Némésis, ces Cordier, ces Escuffon, parce que moi je connais plus les femmes de droite du présent finalement que celles du passé, puisque sur le passé je travaille plutôt sur des féministes, sur les féministes progressistes, mais il y a plein de choses
que vous avez dit l'un à l'autre, je me disais, ah mais ça me fait penser à ce que j'ai pu lire sur Némésis. Ah mais ça, est-ce que vous aussi vous avez... ou est-ce que vous ressentez plus une... Ça c'est pour ça, ceux qui nous écoutent, c'est nos grands trucs, les historiens, continuité, discontinuité, voilà. Est-ce que vous ressentez plus de continuité ou de discontinuité ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Non, mais c'est toujours ça qu'on donne comme réponse. Mais je pense que la visibilité visibilité qu'ont aujourd'hui des Alice Cordier, voilà, ça on retrouve pas ça à l'Action française dans les années 20. Elles sont bien moins visibles, elles n'ont pas cette visibilité médiatique. Je pense que c'est les transformations de la société entre temps qui l'expliquent. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce dont tu as déjà parlé tout à l'heure, en fait, c'est qu'il faut vraiment historiciser ce discours sur de féminationalisme, de réappropriation du féminisme. Parce que alors, je l'ai vu que pour l'Action française pour l'instant, mais j'essaie d'élargir un peu mes recherches. Enfin, je pense qu'il y aurait une histoire à faire vraiment de cette appropriation des termes, et pas que des termes, des slogans, des langages jusqu'à nos jours. Et ça a été très peu fait, en fait, très peu creusé. Il y a eu vraiment un sujet de thèse sur l'espèce de zone grise, en fait, qu'on retrouve entre féminisme, anti-féminisme, et la manière dont il peut y avoir des emprunts, des tentatives de dialogue et d'appropriation des deux côtés. Voilà. Je pense que c'est des mondes connectés avec une discussion que dans le champ des études de droite a déjà 20 ans, que c'est la question de pourquoi les pauvres votent de droite. Non, la droite. Pourquoi est-ce que sujet que la science sociale, on pensait qu'on naturellement en entrée, on luttait contre l'accumulation, contre la concentration, contre l'exploitation. Pourquoi est-ce qu'ils votent avec l'exploité et pas contre... Pourquoi, de toute façon, vote-t-on contre ses propres intérêts, quoi ? Alors, je pense que cette historiographie dialogue complètement avec l'historiographie des femmes à droite. Non, parce que nous s'interroge sur comment est-ce que les sujets définissent quelles sont leurs entraides. Quelles sont objectivement leurs entraides, comment est-ce qu'ils et elles définissent qui sont leurs ennemis, les adversaires, quel est leur agenda politique. Non? En tout cas, ce que l'histoire politique des femmes de droite, l'histoire politique des pauvres à droite montre, est-ce qu'il y a beaucoup de possibles connexions entre les liens que chacun a dans les structures productives, pour dire de la façon plus sociologique possible, et leurs options politiques. Non? Il y a plus processus de politisation que l'imposition d'une structure sociale ou économique sur l'individu. En t'écoutant, mais moins dans ce que tu racontes sur l'Action française, moi l'impression que j'avais, c'est que la plupart de ces femmes qui se mobilisent contre les changements favorables aux droits des femmes sont plus ou moins convaincues finalement que dans un système genré, de domination masculine, patriarcale, familiale, elles ont une forme de protection. Elles ont certains rôles, elles ont... C'est clair, la rôle c'est clair. Voilà, mais c'est clair, et elles ne risquent pas de faire ou de vivre des choses qu'elles n'auraient pas envie de vivre. Et j'y pensais notamment au sujet de Schlafly, donc Mrs. America, où, parce que moi ça m'avait tellement fasciné cette série qu'après j'étais allée lire plein de trucs là-dessus. Enfin, j'ai eu ma crise pour essayer de comprendre ce qui se passait là-bas. Et leur discours, c'est si jamais il y a cette loi, cet amendement sur l'égalité, vous allez être obligé d'aller combattre, vous allez être obligé de travailler toute la nuit, vous allez soulever des charges hyper lourdes. L'idée qu'il y aurait une protection, que c'est un monde certes inégalitaire, que c'est un monde qui met des femmes au foyer, mais qui les protège. Et ça, j'avais l'impression que tu le disais un peu, alors que ça a l'air... C'est aussi... Enfin, il y a plusieurs positionnements en ce qui concerne l'antiféminisme, mais ce que tu dis me fait penser tout à fait aux arguments de Marthe Borelli. Marthe Borelli, c'était donc une maurassienne, une sympathisante un peu éloignée de l'Action française, en tout cas qui était vraiment dans cette mouvance-là, et qui vraiment a écrit 3-4 livres où elle s'oppose au suffrage, elle appelle les sénateurs justement à pas voter le suffrage des femmes, et donc c'est vraiment le fer de lance de l'antiféminisme féminin, disons, à cette époque. Et dans les lettres qu'elle adresse à Maurras, elle lui explique en fait que... alors je pense qu'il y a j'ai pas réussi à trouver quoi, mais quelque chose de l'ordre de la vie privée, qu'elle a trop souffert dans sa vie d'hommes qui ne jouaient pas leur rôle d'homme,
et donc d'avoir été obligée, elle, de porter en quelque sorte les rôles masculins, et donc elle ne veut pas que les femmes soient émancipées malgré elle. Et il y a cet attachement à ce que Maurras appelle les hiérarchies protectrices. Donc cette idée, mais ça vaut à la fois pour les questions de classe et pour les questions de genre, en fait. L'idée qu'il y ait des hiérarchies et que si on retire les hiérarchies, on met par terre la société et c'est dangereux. Donc si on le retrouve, c'est pas le seul argument, mais on retrouve cet argument-là. Et aussi cette idée que parfois la liberté est plus effrayante que le fait d'avoir le choix. C'est-à-dire que si on libère les femmes, elles auront le choix d'aller travailler, pas travailler, et ça c'est une perspective qui fait très peur. J'ai certaines femmes qui, malgré leur adhésion à l'antiféminisme, arrêtent pas en fait de se lamenter sur ce qui leur arrive dans le mouvement, parce qu'elles ont peur de faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles sont minorées par rapport aux hommes, et pourtant jamais en fait jamais la revendication passe le stade de l'individu. Oui. C'est que c'est jamais porté vers le collectif. Elle s'arrête. Le seul moyen, ça serait, certaines disent, je regrette de pas être né homme. Donc le seul moyen, ça serait de changer de sexe plutôt que d'avoir à changer la société finalement. Oui. Elles sont favorables à leur propre émancipation personnelle, sans être favorables à l'émancipation collective. C'est ça. Alors elles le présentent évidemment pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on le ressent, tout à fait. Ouais. Et parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat sur le phénomène actuel des tradwives. Vous voyez tous les deux ce que c'est. Oui. Et là, on a l'impression qu'il y a des choses qui se retrouvent quand même. Oui, je pense qu'il y a une idée très, très intéressante qui a suggéré un collègue allemand, qui c'est l'idée du dilemme du conservatisme. Quel est le dilemme du conservatisme? Que toutes ceux qui ont le désir de restaurer un monde prémoderne ont l'obligation de ressortir à des ressources modernes, non? De la propagande, des journaux, des sondages électoraux, de mettre des vidéos TikTok. Exactement. Ouais. Alors, ils ont un but qui est absolument traditionnel, mais les moyens sont modernes. Absolument modernes. Non? Ça, c'est le dilemme du conservatisme. Alors, tous les conservateurs, tous ceux qui... C'est celles qui ont la volonté de restaurer un monde qui est plus imaginé que réel, sont probablement plus modernes que les modernes. Non? Mais ils ne vont reconnaître ça. Ne vont pas reconnaître ça jamais. Mais en tout cas, ces mouvements de tradwife, comme tous les mouvements de retour au passé, sont bien sûr aussi une réaction à la dénaturalisation, non? Au fait de que le monde ne se reproduit pas automatiquement. Ça, c'est ce qui passe depuis la Révolution française, non? Il n'y a pas une reproduction automatique du monde conservateur. Alors ça demande l'intervention explicitement politique du conservatisme. Alors ça, c'est pourquoi le conservatisme est toujours postérieur au libéralisme. Non? C'est toujours une réaction. Je pense que le tradwife, comme beaucoup d'autres mouvements, exprime ça. Non? La volonté d'utiliser des moyens modernes pour restaurer un monde ancien. Un monde ancien qui a fantasme complètement. Ailleurs, c'est aussi ce qu'on retrouve, je trouve, dans ces mouvements, cette idée de recréer un monde, des traditions, mais qui sont complètement inventées. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, en tout cas. Elle fantasme complètement, par exemple, la place des femmes sous l'Ancien Régime. Et je pense que ça, on le retrouve. Le modèle de société que les tradwives veulent recréer, et la manière dont elles se présentent et tout, les femmes ne vivaient pas vraiment comme ça dans les années 50-60, contrairement à ce qu'elles disent. Oui, puis par ailleurs, moi, c'est pas du tout des objets sur lesquels je travaille, donc j'ai regardé juste vite fait, mais elles sont tradwives dans des maisons qui font 150 mètres carrés, dans la cuisine fait déjà, à mon avis, 150 mètres carrés, super équipée, il y a un truc de classe là qui est complètement dingue, quoi. C'est-à-dire que
toute cette vie qu'elles présentent comme merveilleuse. Alors par ailleurs, il y a pas mal d'articles qui montrent qu'en fait, il y en a plein qui craquent après, mais voilà, c'est pas dans un petit studio ou un petit 2 pièces avec 4 enfants, la Tradwife. Donc c'est quand même... non mais c'est vrai que c'est assez net, je trouve. Enfin, lesquels j'ai commencé à regarder un peu, je me suis dit, mais attends, il n'y en a pas une qui vit dans une maison qui ressemble à une maison dans laquelle la majorité des gens vivent, en fait. Enfin, donc il y a aussi la fascination, je pense, qu'on joue sur la grande cuisine, le machin, le bidule. Elle a toujours l'impression qu'elle a un robot pour chaque plat. Enfin bon, c'est... Mais aussi, il y a la question de que ces mondes existent spécialement dans l'Internet. C'est un monde créé pour être montré sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vraiment un monde de vie. C'est un monde pour partager. Oui. Ouais, ça, c'est le truc chou. C'est un show-off. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on n'a pas abordées, que vous vouliez aborder Il y a des thèmes... À la limite, moi, le seul truc sur lequel je reviendrai bien avant de terminer, puis après vous, c'est la question du rapport à la violence. Parce que dans les 2 cas, en Amérique latine, pendant la guerre froide, et évidemment dans le cas des ligues d'extrême droite, et en particulier l'Action française, on est vraiment dans des ligues qui pratiquent la violence, alors que les imaginaires féminins conservateurs ont plutôt tendance à les mettre du côté de la douceur, de la paix. Tu l'as évoqué un peu, mais comme il n'y avait pas eu, t'avais pas précisé si c'était la même chose du côté, si tu voulais retirer des choses. Parce que moi, c'est des trucs qui m'intéressent par ailleurs, la question des femmes et violences. C'est pourquoi on n'arrive pas à penser et donc à accepter, donc à réfléchir. Et c'est aussi parce que c'est les travaux de Fanny Bugnon et que j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant de se poser ces questions-là. Mais voilà, femmes-violences dans le contexte particulier qui est... ces groupements d'extrême droite et qui, de fait, légitiment le recours à la violence. C'est un sujet énormément intéressant, énormément difficile à incorporer. Je pense à deux textes que j'ai trouvé choquants. Un, c'est sur les femmes de la guérille contre-sandiniste en Nicaragua. Non? Les guérilles anticommunistes des années 80, non? Où avait des capitaines, des leaders militaires qui étaient femmes, non? Femmes qui avaient une liberté sexuelle dans les camps, qui jamais font de la nourriture, qui tuaient, qui permet que leurs soldats violent des autres femmes, qu'elles sont bien conscientes de que qu'elles sont potentiellement sujets d'une violation de l'ennemi. Alors, ce sont des femmes qui ont un Kalachnikov tout le temps. Alors, mais simultanément, elles ont un discours sur la féminité, sur l'importance des femmes dans la future société nicaraguayenne. Et un autre texte sur les femmes en Argentine, de centres clandestines de détention et de torture. La présence des femmes qui sont dans les sessions de torture, avec des tâches spécifiques. Non, qui ont participé des opératives de kidnapping et tout ça. C'est un sujet énormément difficile. C'est pas à l'aise de confronter ces questions parce qu'il y a aussi une dimension juridique, potentiellement l'existence potentielle d'une investigation de la justice sur ces questions. Alors, ça connecte avec la recherche sur la présence des femmes dans les camps nazis. Non, bien sûr. D'ailleurs, il y a un super article dedans. Ce sont des sujets absolument nouveaux à suivre.
Alors, à l'Action française, on n'est pas à ce degré de violence physique, enfin, torture, etc. Ça se limite à la participation aux manifestations. En revanche, je sais qu'il y avait, alors je n'ai pas creusé le sujet, il y a eu des femmes dans la Cagoule, le mouvement terroriste d'extrême droite des années 30, qui ne sont pas, alors leurs itinéraires ne sont pas connus, ça n'a pas été c'est fait. pas encore connu. C'est ça. En fait, comme c'est un champ, il y a plein de trucs à... Il y avait des femmes au GUD, enfin, il y avait des ludardes, donc ça serait aussi à explorer. De toute façon, sur les années post-Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment très peu de travaux, jusqu'aux années 90, il y a vraiment tout un champ à explorer. Ce que je trouve beaucoup dans mes archives, en revanche, c'est tout un discours de légitimation de la violence qui a recours au féminin. Donc l'idée que la féminité vient sublimer finalement, vient encourager, sublimer la violence. Par exemple, je pense à une femme qui écrit à Maurras en lui disant « mais je bénirais, je suis mère, femme chrétienne, et pourtant je bénirais celui qui osera poser une bombe. » Je crois que c'est sur le Parlement. Donc il y a ce discours-là d'encouragement à la violence et qui vient utiliser des arguments, enfin, l'identité féminine en fait. Tac. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des points qu'on n'aurait pas abordés ou vous y pensez? Moi, dans les raisons d'agir, enfin, dans l'adhésion au mouvement, j'ai peut-être pas assez, j'ai pas dit vraiment le poids de l'attrait pour Charles Maurras, qui est un personnage, il y a vraiment à explorer son rapport aux femmes. Donc c'était un célibataire athée qui multipliait les conquêtes féminines. Et il y a dans l'adhésion au mouvement quelque chose qui relève du harem aussi. Enfin, on lui fait vraiment toute une cour, les femmes viennent vraiment le cajoler. Donc c'est vrai que j'ai pas insisté sur cette question-là, mais il y a vraiment, notamment chez les femmes de seconde génération, tout un attrait pour la doctrine, mais aussi pour la personne de Charles Maurras. Il était athée, ces femmes sont catholiques. Il y a cette idée que sa conversion entraînera le retour de la France à son roi. Donc il y a vraiment une sorte c'est teinté de providentialisme, tout ça. Derrière. Voilà, je conclurai là-dessus. Ok. Et toi, Ernesto, t'as... Non, l'unique chose que je dirais est sur l'importance épistémologique et politique d'écouter ces femmes, de ne considérer pas qu'elles sont des crônes, parce que... Ou des femmes d'eux. Ou des femmes d'eux, ou marionnettes, non. En tout cas, je pense qu'il y a une opportunité épistémologique aussi politique. De savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là et ils ne sont pas là. Non, mais ça exige une capacité d'écouter, de comprendre pourquoi, ou sur quelle question ils ont des raisons. Pourquoi ils ont ces sensations de menace et tout ça. Ça, c'est ce que je recommanderais. Mais c'est ce qui pousse d'ailleurs de plus en plus de travaux. C'est-à-dire que comme de fait on est dans un contexte où il y a de plus en plus de nouvelles femmes de droite, je reprends le terme du livre de Magali Belasuda, il y a la nécessité de prendre au sérieux et donc de travailler. Et résultat, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des travaux à faire, des idées de master ou de thèse, c'est un champ qui est encore en friche. Qui est encore en friche, et dans lequel on trouve vraiment plein de choses. Donc, si vous voulez voir le début du défrichage, en tout cas pour l'Europe, je le remontre, Femmes contre le changement. Peut-être je peux montrer la table des matières. Le problème, c'est que j'ai toujours tendance à écrire, non, ça va. Donc, vraiment, il y a plein de choses de la Révolution française jusqu'à nos jours. Et vous allez sortir où est-ce qu'il y a déjà un ouvrage collectif sorti du travail de l'équipe? Oui, cette année, il y aura un livre collectif. Qui s'appellera? Je ne me souviens pas. Non, c'est une contre-révolution indiscrète. Contre-révolution indiscrète. Mais ce sera en espagnol? Oui. On va attendre la traduction. Faut espérer que ce soit traduit. Non, parce que de fait, c'est des sujets super intéressants et qu'on traite très clairement pas assez, ce qui fait qu'on est assez désarmé face à la réalité qui est la nôtre. Et on sait bien que l'histoire, elle sert quand même pas mal à armer aussi dans les combats du présent. Donc on a besoin que des gens travaillent sur ça. Et donc je vous remercie de le faire. Okay.
Beaucoup. C'est passionnant. Moi, franchement, à chaque fois que je lis un truc là-dessus, je suis happée en me disant mais comment j'ai pu, un peu comme tu disais, d'un seul coup, j'avais pas pensé à ça, mais oui, bien sûr. Enfin, vraiment, la thèse de Solène Mabo, ça a été mais putain, Mathilde, depuis le temps que tu parles de. Eh ben, je vous remercie beaucoup. J'ai vu passer dans le chat un moment, il y avait une remarque que j'ai trouvée. Alors, j'ai pas développé mais c'était sur la question de l'Inde et la question des femmes. T'as vu passer aussi la question de l'utilisation des femmes, qui plus est dans le cadre de la domination coloniale ça, ce qu'il y a, c'est que je pense que vous n'êtes ni l'un ni l'autre spécialiste de ces domaines, donc je me suis dit que peut-être il y aurait des réponses dans le chat pour non, par l'aider. contre, dans l'ouvrage qu'on a publié, il y a une contribution de Paola Baqueta. Oui. Alors, elle ne l'aborde pas vraiment, mais elle est spécialiste de toutes ces questions de l'Inde, justement, d'ailleurs, du mouvement d'extrême droite indien. Et de leur histoire. Non, mais ça, de toute façon, c'est la difficulté quand on est. C'est pas parce qu'on. Parler au nom de. Ben voilà, on est quand même dans un objet, donc c'est pas. Et puis on peut pas généraliser les femmes d'extrême droite. Non, c'est pour ça que j'ai essayé de bien dire tout le temps sur quelles femmes vous travaillez pour qu'il n'y ait pas la sensation de sortir un truc qui serait tout le temps valable. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée à bonne vous, bonne soirée à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui, résultat, vont pouvoir retourner à une activité normale et lire des choses sur les femmes de droite ou les femmes de gauche comme ils veulent ou sur autre chose. Et dans un mois, normalement, c'est pas encore calé, mais normalement on continuera à parler des femmes dans un mois parce que mon projet est d'inviter l'historienne Bibia Pavard qui... actuellement, vous pouvez voir sur France TV un documentaire absolument magistral qui s'appelle Il suffit d'écouter. Il suffit d'écouter les femmes, et qui repose sur c'est Lina qui a demandé à des femmes qui ont avorté avant la loi Veil et avant même, pour certaines, la méthode Karman, donc qui ont avorté avec des sondes, des aiguilles à tricoter, avec des faiseuses d'anges. Et pour que cette mémoire ne soit pas perdue. Et je pense, à des moments où la question des droits des femmes, alors très clairement aux États-Unis, mais ne soyons pas si rassurés dans nos propres espaces, est menacée. C'est extrêmement intéressant historiquement, c'est extrêmement émouvant pour qui le regarde, qu'il soit homme ou femme. Donc vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un documentaire génial. Et j'avais envie d'inviter Bibia Pavard pour à la fois expliquer comment elle l'avait fait et en même temps pour parler de ces périodes et au passage expliquer la lutte pour le droit à l'IVG. C'est pas encore complètement calé, mais a priori ce sera ça. Voilà. Merci beaucoup. Je n'imaginais pas qu'il y aurait 300 ou 400 000 personnes sur les ronds-points avec une veste jaune. Je ne l'ai pas vu venir. On ne sait jamais. Laquelle dégoûtait la dernière? On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. Moi je me dis, quand on fait les ordonnances de travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. Manifestation monstre, tension maximale. Ça passe. La réforme de la SNCF. Permis de statut. On ouvre la concurrence. Ça tend à des blocages complets. Ça n'a pas tant que ça, il y a des grèves, mais ça passe. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.